Les attaques de cette nuit sur la région de Briansk sont un signal que les Américains veulent l'escalade. Utiliser ces missiles dotés d'une certaine technologie est impossible sans les Américains. Poutine a prévenu d'un changement de notre position sur les tirs en profondeur, jusqu'à 300 km. Il s'agit d'une annonce. Maintenant, nous allons tirer sur 300 km. Donc les Russes aussi ? Oui, enfin, je vais revenir sur ce qu'il vient de dire. Il y a un certain nombre d'articles de la presse militaire américaine, pas d'aujourd'hui, qui dit bien que les Ukrainiens ont été formés à l'utilisation, effectivement, des HIMARS. C'est les HIMARS qui tirent l'attaque MSA. Il peut y avoir des problèmes techniques. Donc la formation, bon. Maintenant, dire que, enfin, si j'ai bien compris, on allait tirer à 300 km du côté russe, les Russes tirant sur l'Ukraine à 300 km, il me semble que c'est déjà fait depuis un certain temps. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, voilà, parce qu'ils sont capables de frapper jusqu'à Lviv. On poursuit le débat. Juste, Anissa El Jabri nous attend à Moscou, correspondante à RFI. Bonjour Anissa, merci d'être en direct avec nous pour nous expliquer ce qui se passe, ce qui se dit du côté russe. Il semble quand même que la menace se fait de plus en plus précise. En tout cas, l'annonce et les réactions à l'événement se sont déroulées un petit peu en deux temps. On a eu d'abord un communiqué extrêmement succinct du ministère de la Défense qui est tombé environ 5 heures après cette première annonce qui avait marqué les informations de la journée, qui était celle de la modification de la doctrine nucléaire russe. Et ce communiqué du ministère de la Défense, il était, c'est vrai que c'est souvent le cas, extrêmement succinct. Quelques lignes pour dire qu'il s'agit de missiles américains désignés à la région de Briansk, mais rien d'autre, et désignés aussi de manière relativement vague une installation militaire. Pour autant, ça a fait immédiatement la une de toutes les chaînes Telegram, de tous les médias, et les télévisions ont interrompu leur programme, et vous imaginez que tout ça a contribué à créer une réelle tension. Les déclarations de Sergueï Lavrov, son ton est extrêmement sec, il est extrêmement clair. Lui estime, vous aviez sur le plateau des appréciations là-dessus, lui, et c'est la position de la Russie, dit à nouveau que il s'agit d'un changement, d'un cap, d'un palier dans la guerre. Il accuse les Occidentaux de vouloir l'escalade, mais évidemment, ce sont les Américains qu'il vise. Et il promet une réponse, je cite, appropriée. Alors, il y a un balancier, cette fameuse réponse appropriée, il ne la lie pas directement à la doctrine nucléaire. Ça contribue évidemment à rajouter de la tension ici en Russie. Forcément. Merci beaucoup Anissa d'avoir été en direct avec nous dans le club cet après-midi. La menace donc se fait de plus en plus précise. Hélène, est-ce qu'en Ukraine on la craint, cette menace nucléaire de la part de la Russie ? Eh bien, écoutez, non. Pas vraiment, parce que souvent quand on a posé la question à des Ukrainiens, ça les fait rire même. Ils ont le sentiment que Vladimir Poutine, ou en tout cas la Russie, menace en permanence utilise en permanence le nucléaire comme une forme de menace, et souvent ils nous disent mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut avoir de pire que de toute façon ce qui se passe déjà sur le terrain. Donc dès qu'il est question d'escalade, dès qu'il est question d'usage du nucléaire, ils ont une vision un petit peu, ils sont peut-être moins effrayés que la manière dont nous, en Europe de l'Ouest, on peut le percevoir. Effectivement, c'est assez intéressant de le voir comme ça. Finalement, c'est que du bluff. Est-ce que là, Vladimir Poutine, il bluffe ? Est-ce qu'effectivement, il ne s'agit que de l'affichage pour menacer encore une fois l'Occident ? D'abord, je rejoins Hélène parce qu'effectivement, ça fait quand même un certain temps que les Ukrainiens rient presque un peu de cette montée de la pression. Depuis le début de la guerre, Poutine menace donc la menace nucléaire, effectivement. Et il peut y avoir des risques de dérapage, il peut y avoir du tactique, pourquoi pas. Mais là, on est face à une internationalisation du conflit. Les Nord-Coréens sont arrivés ou sont en train d'arriver du côté du Koursk, 10 000 hommes. Alors Koursk, de toute façon, les Russes sont prêts à attendre. C'est dans le territoire russe, territoire occupé par les Ukrainiens, un peu moins de 500 km². Ils ne sont pas pressés de leur prendre. Ils ne sont pas pressés de leur prendre. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, ça les déleste aussi, ça leur permet aussi de concentrer des troupes ailleurs, et sûrement sur Pokrovsk en particulier. Ils savent qu'ils vont récupérer un jour l'eau de Koursk, contrairement évidemment à cette insistance, ce besoin de la part de Poutine d'occuper un peu plus le terrain sur l'ouest, donc le reste des oblasts qui sont déjà occupés, du Donbass en particulier. Après, c'est certain qu'on est dans un risque de dérapage, mais les Ukrainiens ont déjà utilisé les attaques MS à l'intérieur des territoires occupés, donc c'est pas nouveau. Donc évidemment, sur les 6 qui ont été tirés, donc peut-être 5 abattus, le stock risque d'être amenuisé. Après, il y a un problème de ciblage et de brouillage de la part évidemment du système de brouillage russe. Donc l'efficacité est certes patente
mais pas extraordinaire à cause du brouillage. Après, il y a un autre point, c'est que les Ukrainiens frappent les bases arrière à Rostov-sur-le-Don, à Briansk et à Koursk depuis des mois et des mois. Pourquoi ? Alors c'est moins précis, enfin c'est moins impressionnant que les attaques MS, avec des drones en particulier. Alors quelle sera la conséquence de ces attaques, de l'utilisation de ces missiles attaques MS à 300 km de portée à l'extérieur de la frontière officielle et légitime ukrainienne ? C'est simplement une sorte d'allongement de la chaîne logistique. C'est-à-dire qu'il y a déjà des garnisons qui sont déplacées, il y a des bases qui sont déplacées, des stocks de munitions aussi, mais d'autres restent. Les bases d'hélicoptères en particulier vers Koursk et Briansk en particulier. Donc oui, il y a une opportunité. En même temps, le bluff, oui, il faut toujours se méfier d'un risque de dérapage. Tout peut déraper effectivement sur le terrain. Oui, on ne va pas prendre ce risque-là pour vérifier. Effectivement, est-ce que les Américains pensent que c'est du bluff ? Axel Monnier et Gilles Parot nous attendent à Washington. Bonjour à tous les deux. Poutine donc laisse entendre que Washington est entré en guerre aujourd'hui. A-t-on peur des représailles aux États-Unis ? En tout cas, on guette une première réaction ici, notamment de la Maison-Blanche. Alors, vous le savez, le président américain se trouve actuellement au Brésil pour le sommet du G20, dans une réunion en ce moment même sur le climat. Pas de réaction officielle donc de la part de la Maison-Blanche. Mais cette question, elle est celle qui a agité l'administration Biden depuis des mois et des mois. C'est vrai qu'avant de prendre cette décision, eh bien, il y a eu beaucoup d'argumentations en faveur ou à l'inverse contre cette décision, notamment ceux qui ont fini par avoir le mot de la fin avec Joe Biden. Eh bien, ils ont estimé que c'était le moment d'aider l'Ukraine, notamment avant l'arrivée de Donald Trump, avec les attaques russes de ces derniers jours, mais aussi avec ce que les États-Unis considèrent comme une escalade dans ce conflit, c'est-à-dire l'arrivée de soldats nord-coréens sur le sol russe pour combattre aux côtés de l'armée russe, justement. Alors, les opposants à cette décision, y compris dans le sein de l'administration Biden, eh bien, ils ont les mêmes argumentaires, à la limite, on pourrait le dire, que le camp Trump, c'est-à-dire qu'il y a un risque d'escalade et que ce risque d'escalade, il est compliqué parce que non seulement peut-être que les menaces de représailles n'ont jamais été mises à exécution par Vladimir Poutine, mais que ce bluff ne durerait pas. C'est le sens notamment de la prise de position du futur conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, qui estime qu'il n'y a pas de vision et que la stratégie de Donald Trump est la bonne, celle de remettre tout le monde autour de la table. En tout cas, on attend de voir ce que dira l'administration Biden, en charge encore pour 2 mois de la diplomatie de ce pays. Elle a scruté cette réaction de Joe Biden. Merci beaucoup Axel et Gilles Parot en direct de Washington. On se méfie, on l'a bien compris. Est-ce qu'on y est pour vous, ça y est, à la mondialisation du conflit ? Elle était déjà en cours. En cours. Oui, pour une raison très simple, c'est que c'est une méthode, je dirais, à la fois soviétique et russe, d'élargir le conflit, pas d'une manière directe. Partout, il y a eu actuellement, depuis 3 ans, nous avons des conflits un petit peu partout, plus ou moins soutenus par la Russie d'une manière ou d'une autre. L'internationalisation de la guerre en Ukraine se fait d'une manière indirecte, c'est-à-dire qu'il s'agit de monopoliser notre attention, notre énergie, nos moyens, nos capacités, en nous éloignant de tous nos moyens pour l'Ukraine. Donc, prenons le cas de la Chine. D'accord, on peut parler de la Chine en disant que la Chine ne veut peut-être pas forcément la guerre, mais néanmoins les Américains s'y préparent. Donc, comme ils s'y préparent et que la Chine est bien là, leurs moyens vers l'Ukraine sont quand même vraiment comptés. La priorité, c'est la Chine. Donc, on est bien dans cette internationalisation, non pas de fait, enfin au sens direct, mais d'une action indirecte, mettre du trouble un petit peu partout. J'avais évoqué ça il y a plus d'1 an et demi en disant la stratégie de Poutine sera éventuellement de mettre des ordres partout pour effectivement disperser l'attention et lui permettre d'avoir son action principale en Ukraine à notre détriment.